Bonjour et bonjour à ceux qui nous suivent en streaming. On est heureux que vous soyez si nombreux dans une salle qui était un peu loin. Donc c'est vraiment un plaisir de vous voir arriver. Moi je suis Anne Perrin, je représente l'association Women for Cyber qui a pour but de rendre plus visibles les femmes dans le secteur de la cyber. Et j'ai autour de moi tous les grands acteurs qui interviennent sur les noms de domaine. Alors les noms de domaine, on a intitulé cette table ronde dans le Far West, parce qu'il s'y passe beaucoup de choses et qui touchent des aspects très, très différents, qui soient techniques, juridiques et aussi des aspects marques. Donc le nom de domaine fait intervenir notamment des organismes régulateurs. Donc en France, c'est la FNIC qui gère le top level domain TLD, le .fr, et puis qui est accompagné par des bureaux d'enregistrement. Donc on parlera je précise ça parce que c'est un paysage que tout le monde ne connaît pas. Et puis au-dessus, il y a bien sûr l'ICANN, qui est lui l'organisme international qui fixe les règles mondiales. Voilà, c'est dans ce paysage-là qu'on se situe. Il y a plein d'acteurs. Et donc, je vous les présente. Donc, Virginie Bruno est avocate chez Lexing Bensoussan et dirige le cabinet, le département sur la propriété intellectuelle, le contentieux. Noémie Drouin de Bercy. Nicolas Pavlak, qui dirige une association qui s'appelle Red Flag Domain, qui intervient vraiment pour mettre de l'ordre et nous racontera comment il s'y prend. Jérôme Guial de l'ANSSI, chef de projet service, et Muriel Beauchaton, donc, qui représente Nameshield, un des grands bureaux d'enregistrement. Voilà, donc on va parler des différentes formes de manipulation qui se constatent, qui sont foisonnantes, évidemment, on s'en doute, et revenir sur les expériences. Donc, le premier point qu'on va aborder, c'est la technique classique, la plus classique étant de prendre un nom de domaine qui ressemble à un nom connu, en changeant, par exemple, un caractère et en profitant du foisonnement des extensions qui permettent de faire beaucoup de choses. Et historiquement, il y avait une technique qui était plutôt d'ordre périmétrique, mais ce qu'on constate en vous écoutant les uns et les autres, c'est que la technique, justement, change. Donc c'est Virginie qui va démarrer là-dessus. Merci Anne. Merci à vous d'être présent aujourd'hui et de m'avoir donné l'occasion de participer à cette table ronde. Oui, pour répondre à cette question qui est effectivement celle de la stratégie de protection des noms de domaine. Pendant très longtemps, on a opté pour une stratégie d'occupation maximale, ce qui était assez facile parce qu'on avait assez peu d'extensions. Et la stratégie que l'on conseillait généralement à nos clients était d'enregistrer le maximum de noms de domaine parce que mieux vaut prévenir que guérir. Et puis, l'ICANN est passé par là, a ouvert de nouvelles extensions. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 1500 extensions différentes, de telle sorte que cette stratégie n'est absolument plus praticable, tant sur le plan matériel que financier. Et c'est ce qui nous amène, avocats, entreprises, institutions, à revoir un petit peu cette politique de protection et à définir une véritable politique de prévention des atteintes en adoptant une stratégie réfléchie. Cette stratégie réfléchie, elle va commencer dans un premier temps par consister à identifier quels sont les signes distinctifs et essentiels à l'activité de l'entreprise ou de l'entité pour savoir ceux qui sont les plus importants à protéger, mais également à identifier les extensions qui doivent être priorisées. Alors les extensions à prioriser, on pense bien évidemment au .com qui est le plus courant, au .fr qui est l'extension française, mais on a parfois aussi des extensions sectorielles qui doivent être prises en considération parce que stratégiques. On peut penser au .tv lorsqu'on est dans les médias, au .io lorsqu'on est dans le domaine informatique. Et tout ce travail va consister à identifier d'une part les signes importants à protéger, d'autre part les extensions pour déterminer la liste des noms de domaine qu'il faut impérativement enregistrer.
Et sachant qu'on ne peut pas tout enregistrer, pour le reste, on va mettre en place des opérations de surveillance en faisant appel à des prestataires comme l'M-Shield qui vont nous permettre de remonter régulièrement les nouveaux enregistrements, ce qui nous permet dans un second temps d'agir à l'encontre des noms de domaine qui pourraient potentiellement porter atteinte à des droits. Alors, bonjour à tous. Effectivement, la table ronde se nomme le Far West des noms de domaine. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer d'éviter les balles le plus possible. Et comme tu l'as très bien dit, protéger en enregistrant, c'est un début. Mais aujourd'hui, le périmètre est tellement vaste, c'est un peu le désert mexicain. Il faut mettre en place des solutions de veille et de surveillance. Cette stratégie de veille et de surveillance, elle a la possibilité à l'organisation, aux clients, de faire des choix en termes de prise de risque. Il y a toujours un risque d'enregistrement si on décide de ne pas déposer le nom de domaine. Si le nom de domaine vous appartient, il vous appartient, il n'y a pas de sujet. S'il ne vous appartient pas, il faut savoir la raison pour laquelle vous avez décidé de ne pas le prendre et la raison pour laquelle vous avez pris le risque de laisser un tiers l'enregistrer. On va mettre en place cette surveillance et on sera alerté si ce nom sera enregistré. Il faudra arbitrer. Est-ce que c'est grave qu'il soit enregistré? Est-ce que son exploitation risque vraiment de vous porter préjudice? Ou est-ce que finalement le monitorer et se réveiller là où le risque va vraiment se réveiller est suffisant? Et donc c'est cette stratégie de surveillance et de veille qui est indispensable à organiser dans l'entreprise et qui va permettre de mettre l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, de l'organisation autour de la table. Le risque légal n'est pas le même risque que technique, n'est pas le même risque que l'attaque de type attaque aux fraudes au président ou contrefaçon de marque. Et donc dans l'entreprise, chaque partie prenante a un peu ses prérequis et ses sujets. Et je crois que Noémie est bien placée pour le savoir, ainsi que Jérôme. Chaque entreprise a un objectif de protection à définir et à cadrer sur sa surveillance. Oui, merci Muriel. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Il y a deux aspects qu'il faut mettre en place pour surveiller ou du moins défendre les noms de domaine. C'est dans un premier temps, comme dans toute entreprise, vous avez une analyse de risque à faire. Parce que bien évidemment, vous devrez à un moment donné mettre de l'argent. Donc il faut bien être sûr que ce que vous allez mettre en place vaut le coup d'être payé. Donc pour ça, il faut commencer bien évidemment à déposer les noms de domaine et à les enregistrer, mais pas tous les enregistrer. C'est ce qui a été dit précédemment. Avant, on déposait à peu près tout ce qui était possible pour limiter la surface d'attaque. Maintenant, on va plutôt dire qu'on va limiter son empreinte numérique. Donc il faut s'assurer que le nom de domaine qu'on va choisir est pertinent déjà, suivant la cible qu'on souhaite obtenir, quel public on souhaite viser. Donc avant de lancer tout site web, quel qu'il soit, il faut vraiment s'assurer des types de typosquattage qui pourraient être faits, estimer le risque acceptable ou non de prendre ou non tel nom de domaine pour qu'ensuite il soit déposé avec possiblement quelques variantes autour de son nom de domaine. C'est ce qu'on fait couramment lorsqu'on dépose des noms de domaine. Bien évidemment, vous ne pourrez pas tous les éviter, mais vous en éviterez quand même un certain nombre, et les plus importants, et ça vous évitera déjà un certain nombre de frais à avancer si un jour vous vous rendez compte que ces domaines ont été pris, soit parce qu'ils sont proches d'un point de vue vocabulaire, ou bien parce qu'ils reprennent une idée qui est également sous-jacente dans le nom de domaine que vous avez enregistré. L'autre point, c'est une fois que vous avez fait ce travail d'analyse de risque, vous avez fait votre travail, vous avez déposé les noms de domaine, tout va bien. Après, il y a effectivement la deuxième passe qui est de dire il faut surveiller le nom de domaine. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. On pense avoir fait l'analyse de risque, tout va bien, les noms de domaine marchent, fonctionnent. Et un beau jour, patatras, on se rend compte qu'il y a un petit malin qui a trouvé la faille et qui s'en sert. Alors des fois, c'est pas trop grave. On arrive sur des pages parking. C'est juste quelqu'un qui va faire un peu d'argent sur votre dos, mais possiblement, il n'y aura pas trop d'atteinte à l'identité de votre entreprise. En revanche, il peut y avoir des pages beaucoup plus malicieuses et c'est là que le problème réside. Donc, il faut bien penser ensuite à faire une analyse et une surveillance de votre domaine. Soit vous avez des possibilités internes de le faire, ça dépendra de la taille de votre entreprise et de l'impact aussi que votre nom de domaine a au niveau soit local, soit mondial, ou alors faire appel à des prestataires. Alors justement, Nicolas, toi, tu es très contributif. Ça marche, oui. Contributif, oui. J'ai une liste en fait que je publie quotidiennement de noms de domaine malveillants. Pour rebondir sur ce sujet-là, c'est vrai qu'il y a de la surveillance qu'on va pouvoir mettre en place. Il y a des frais qui peuvent être à engager
suivant le nom de domaine. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a des solutions aujourd'hui, notamment sur le .fr auprès de la FNIC, qui sont peu utilisées. Concrètement, si vous avez un nom de domaine qui usurpe votre identité, il ne faut pas oublier que vous avez la possibilité de demander une levée d'anonymat quand le titulaire est anonyme auprès de la FNIC. Vous avez la réponse sous 48 heures. Et à côté de ça, vous avez, si votre titulaire a mis des informations erronées, vous avez la possibilité en fait, de demander une vérification d'éligibilité auprès de la FNIC et de joignabilité, ce qui va permettre en fait, à la FNIC de bloquer le nom de domaine au bout de 7 jours. 7 jours, c'est très long, mais mine de rien, quand je vois que certaines pages de phishing durent pendant 15 jours, un mois, c'est toujours bon à prendre. La procédure est gratuite et à partir du moment où votre titulaire a mis des données fantaisistes, ça marche. Des données fantaisistes, vous allez avoir par exemple votre titulaire qui aura mis comme adresse rue des Petits Lutins. Bon, ça peut exister, donc on ne peut pas se baser là-dessus. Par contre, quand vous envoyez certains qui vous mettent en adresse 67 000 à Trudbalsheim, je ne connais pas trop l'Alsace, pas complètement en tout cas, mais je peux vous dire que Trudbalsheim, ça n'existe pas. Donc ça, avec ces données-là, vous allez auprès de la FNIC et ils vont pouvoir faire bloquer le nom de domaine au bout de 7 jours et le domaine sera supprimé au bout d'un mois après. Cette procédure-là, elle n'est pas assez utilisée par les différentes organisations et il faut s'en servir un peu plus. Avant de faire ça, l'autre solution aussi, c'est de retourner effectivement vers le bureau d'enregistrement. Certains sont plus proactifs que d'autres. On va citer Nameshield, effectivement, pour qui c'est le cœur de métier. Mais n'importe quel bureau d'enregistrement va pouvoir agir. Et plus rapide que ça, vous avez aussi l'hébergeur. Rien ne vous interdit de prendre contact avec l'hébergeur du site, lui remonter le problème et de constater qu'effectivement, le lendemain, éventuellement, le site sera coupé. Le nom de domaine sera toujours actif, mais le site sera coupé et l'essentiel sera fait. Oui, parce que finalement, on se rend compte dans ce domaine-là, il y a assez peu de règles. Hein. On peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc la question se pose et on voit parfois des débats. Est-ce qu'on devrait attendre de la FNIC qu'ils en fassent plus ou d'autres? Moi, un truc qui m'a frappé, par exemple, c'est qu'il n'y a aucune mesure de ces usurpations. À aucun moment, on ne dit pas le nombre d'usurpations ou le nombre de phishing. On n'a aucune métrique. On voit bien que, en gros, c'est le Far West, c'est le bazar, mais sans que ça soit mesuré. Donc on peut se demander pourquoi il n'y a pas plus de cadres et quel est le cadre. Virginie? Alors, pourquoi il n'y a pas plus de cadres? Je dirais que déjà au niveau de la FNIC, de l'ICANN, il n'y a pas beaucoup de cadres. Et au niveau de la FNIC, si on remonte un petit peu dans l'histoire, il faut savoir que la FNIC avait au départ adopté un système assez fermé d'attribution des noms de domaine, en instaurant ce qu'on appelait à l'époque le droit au nom. C'est-à-dire que pour enregistrer un nom de domaine, vous deviez justifier du droit que vous aviez sur le nom que vous demandiez, soit une marque enregistrée, soit un extrait CABIS qui montrait que le nom demandé correspondait à votre dénomination sociale, etc. etc. Alors, l'avantage de ce système-là, c'est qu'on était sur une véritable zone de confiance en termes de .fr. L'inconvénient, c'est que tous les copains autour faisaient différemment, appliquaient la règle du premier arrivé, premier servi, et résultat, là où on avait quelques milliers de noms de domaine en .fr, on les comptait en millions en Allemagne et sous les extensions génériques. Autant dire qu'il était plus simple pour un Français d'aller enregistrer sous un nom de domaine générique ou sous une extension nationale étrangère que sous un .fr. Ce qui était assez illogique et finalement très peu intéressant. Et pour cette raison-là, la FNIC a peu à peu abandonné ce système de droit au nom et arrivé au système que l'on appelle et que l'on connaît dit du premier arrivé, premier servi. Pour autant, ça ne veut pas dire que ce système n'est pas encadré. Aujourd'hui, les noms de domaine dans la zone .fr sont certes attribués à la première personne qui en fait la demande, mais sous réserve de répondre à des règles de transparence et de ne pas porter atteinte aux droits des tiers. Et là où on n'a plus de réglementation directement par la FNIC, on a le Code des postes et communications électroniques qui pose ces règles-là, qui pose le principe du premier arrivé, premier servi, mais qui pose aussi la règle selon laquelle un nom de domaine peut être refusé à l'enregistrement ou radié s'il porte atteinte
au nom, à un nom officiel, au droit de la personnalité d'un tiers, à un droit de propriété intellectuelle, sous réserve que le demandeur soit de mauvaise foi et n'en fasse pas un intérêt légitime. Donc on a quand même un cadre juridique. Le problème, c'est peut-être davantage sa mise en œuvre qui pêche et le temps que cela demande pour obtenir des mesures efficaces, même si la FNIC, on le sait, met à disposition, comme on l'a vu, comme l'a dit Nicolas, des mesures de vérification possibles, mais également des procédures alternatives qui permettent, c'est ce qu'on appelle la procédure Cirelli, qui permet en 2 mois d'obtenir le transfert ou la radiation d'un nom de domaine qui n'obéirait pas aux règles posées par le Code des postes et communications électroniques. Oui, donc effectivement, moi je rejoins tout à fait ce qui a été dit. On a un cadre international qui est posé par l'ICANN et qui est assez souple, mais la FNIC, pour le .fr, fait un certain nombre d'actions qui sont pas suffisamment utilisées et assez mal connues et assez rapides pour se défendre. Donc on peut noter, en tout cas pour ce qui occupe Bercy et donc l'identification des sites officiels de l'État, que la charte de nommage qui définit les contraintes auxquelles doivent se soumettre les réservataires de noms de domaine a récemment, depuis l'automne 2022, interdit dorénavant que les noms de domaine qui se terminent par la séquence gouv.fr puissent être enregistrés. Donc les typo-squatting autour des sites en .gouv.fr qui sont le marqueur officiel des sites publics sont réduits. Ils ne disparaissent pas pour autant, mais ils sont réduits. La FNIC lance aussi spontanément un certain nombre de procédures de vérification d'éligibilité, de joignabilité qu'évoquait Nicolas tout à l'heure. C'est-à-dire que spontanément, elle va mettre fin elle va potentiellement supprimer des noms de domaine qui sont litigieux par une action qui vient de son initiative. Et puis, même si on n'est pas titulaire de droit et qu'on estime que certains noms de domaine, alors je reste, je parle toujours du .fr, mais c'est celui qui occupe beaucoup les entités françaises, il y a la possibilité de mettre en œuvre toutes ces actions de défense qui ne nécessitent pas forcément un argumentaire juridique extrêmement lourd, qui sont rapides en termes de décision au regard d'une décision juridique, pas forcément au regard du monde de l'Internet, mais qui vont certaines fois beaucoup plus vite qu'une demande de suspension à l'hébergeur. Et donc, in fine, les entités privées et publiques réussissent, si elles s'intéressent à la question, à mettre en place une stratégie qui peut à grosse maille se définir par on suspend l'atteinte, on va faire en sorte, on va demander aux hébergeurs et aux bases anti-phishing de faire en sorte qu'on ne puisse plus accéder aux sites internet malveillants, et en parallèle on s'intéresse à la question du nom de domaine pour savoir s'il faut aussi engager des actions vis-à-vis de cet actif immatériel pour le faire disparaître avec le risque qu'il soit réapproprié par des tiers, ou alors pour le récupérer et en demander le transfert à son profit, et du coup revenir sur cette logique qui était évoquée juste avant, d'avoir un périmètre défensif, protecteur, qui soit un petit peu plus large et qui du coup bloque l'actif et le rend indisponible pour les tiers. Nicolas, est-ce que tu penses que la FNIC devrait contraindre plus ? Alors le problème de la FNIC, concrètement, c'est une association à 85 personnes, donc c'est pas énorme par rapport aux tâches qui lui sont confiées. Il ne faut pas oublier que les .fr, en fait, on est sur 2 à 3 000 noms de domaine par jour. Donc quand j'entends effectivement certaines personnes qui voudraient qu'on revienne au système où on va devoir prouver son identité, prouver son droit avant l'enregistrement du nom de domaine, le faire sur 2 à 3 000 noms de domaine, c'est compliqué. Si on délègue cette tâche-là au bureau d'enregistrement, si on prend le premier hébergeur, enfin le premier bureau d'enregistrement en France qui est OVH, on est sur 700 à 800 vérifications quotidiennes du coup, y compris le samedi et le dimanche. Donc c'est difficilement réalisable. Maintenant, la FNIC met quand même des choses en œuvre. On a parlé effectivement du fait de bloquer le -gouv.fr pour être exact. On n'a pas poussé jusqu'à prendre tout ce qui se terminait par gouv.fr, sauf le .gouv.fr évidemment. Maintenant, il y a des solutions qui sont mises en place. Il y a une procédure de médiation gratuite qui va être mise en place dans les prochains mois, par exemple. Et la FNIC est toujours preneuse d'avis.
Donc, ils ont lancé il y a quelque temps une série de consultations publiques où chacun est libre de répondre et tous les avis sont les bienvenus parce que, aux dernières nouvelles, les dernières, on n'a pas dépassé 10 réponses maximum par consultation. Ce qui est plutôt dommage parce que c'est un sujet qui concerne énormément de monde. Tout le monde peut donner son avis et on a besoin des avis de tout le monde en fait, pour faire évoluer les choses. Alors, ce qui est compliqué, c'est que dans ce contexte... C'est mieux. Ce qui est compliqué, c'est que dans ce contexte, on est confronté à des intérêts divergents. On va voir la FNIC qui a vocation à faire rayonner, d'un point de vue numérique, la France. C'est une des missions principales de la FNIC, c'est faire grandir la vision numérique du pays. Et puis, on est confronté à des opérateurs privés comme VeriSign ou comme Donuts qui, eux, vont opérer de façon purement commerciale sur l'exploitation et la commercialisation d'extensions avec une vision purement mercantile de l'enrichissement maximum. Donc la FNIC doit faire augmenter son volume de nom de domaine et avec une vision quand même assez, comment dirais-je, noble, puisque le chiffre d'affaires de la FNIC est reversé à la fondation AFNIC, c'est bien ça Nicolas ? 90% des bénéfices qui sont reversés à la Fondation AFNIC. Donc la Fondation AFNIC qui travaille justement sur cette numérisation et sur l'accompagnement notamment des TPE à la numérisation d'une manière générale. Là où en face on va avoir un Donuts qui une nouvelle fois est à la course au profit. Et quand on dit qu'il y a une absence de régulation, on se retrouve même dans des situations assez absurdes où les opérateurs privés vont structurer des programmes de protection de type DPML, de type T-Rex. C'est T-Rex, c'est ça, comme le dinosaure, je crois, où on vous demande encore plus d'argent pour bloquer à l'enregistrement des nouvelles extensions qui ont été créées, alors que bon, elles n'étaient pas forcément essentielles pour la vie numérique de tout un chacun, et pour s'assurer qu'on ne va pas encore vous agresser numériquement à déposer vos noms et vous court-circuiter. Et on se retrouve avec des montants qui étaient déjà chers à la création des programmes, qui ont des augmentations à fois 100%, voire plus, avec des montants qui sont aujourd'hui confiscatoires. Donc là, l'image du Far West, elle est très claire. C'est vous avez décidé de construire une image de marque, vous avez investi sur votre image de marque, ça vous a déjà coûté assez cher. Virginie, tu le sais, déposer une marque dans un ou plusieurs offices de marque, c'est un budget. Et puis, vous vous retrouvez à faire encore pire sur les noms de domaine et à construire ces programmes. Nous, en tant que bureau d'enregistrement, on incite à une vision extrêmement pragmatique de ces budgets. C'est toi qui évoquais, Jérôme, l'important de savoir pourquoi on paye. Et on l'a dit en introduction, la surveillance, c'est la planche de salut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un moyen d'avoir à disposition des technos cohérentes, de reprendre le contrôle de ce que vous avez envie de maîtriser, de cadrer, et de ne pas être un peu pris en otage parce qu'on vous pousse à acheter sans vraiment en comprendre l'usage. Alors, je ne dis pas que si dans la salle, il y a des titulaires de DPML ou de TMCH, il faut les abandonner tout de suite. Je sais qu'il y en a au moins une, je la vois. Mais en tout cas, il faut peut-être faire une hiérarchie entre celles qui ont été enregistrées pour des marques ultra critiques et où finalement le risque de dépôt satellite est important, et puis faire alors c'est toujours compliqué dans une entreprise de dire j'ai des marques vitales, puis j'ai des marques un peu moins, et puis j'en ai des secondaires, parce qu'à partir du moment où il y a du business, tout est un peu important. Mais c'est aussi le rôle des professionnels de pays, et puis nous à notre niveau sur la connaissance du nom, de vous orienter sur le risque réel de parasitisme et d'enregistrement pénible autour de cette marque. Plus votre marque est générique, plus c'est compliqué. Plus votre marque est longue, moins le risque est important. Il y a plein de critères en fait sur la chaîne de caractères que constitue la marque que vous surveillez qui va vous aider à décider ou non d'élargir la surveillance. Et le mot-clé, c'est vraiment le pragmatisme. Et ce pragmatisme, il est indispensable, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, si vous êtes tous autour de la table, c'est-à-dire tous les parties prenantes de l'organisation, et pas que le légal, ou que la sécurité, l'IT, ou que le digital. Vous avez chacun des prérequis, et il faut trouver le bon curseur pour contenter tout le monde, pour définir cette stratégie de défense. Moi, je voudrais un peu insister quand même sur l'histoire de la vérification de l'identité, parce que ça m'a un petit peu travaillé. Je me dis, on rentre au FIC, on présente sa carte d'identité. Donc, est-ce disproportionné de demander à quelqu'un qui va ouvrir un nom de domaine et qui ensuite sera quand même un peu figé dans le marbre, mais interdit à tous les autres? Moi, ça me semble, vu de l'extérieur, pas disproportionné. Donc, il y a le sujet de la vérification. Ça, c'est un sujet opérationnel. Mais vous aviez d'autres... voilà. Qu'est-ce que vous en pensez les uns et les autres voilà.
Pourquoi on ne le fait pas et pourquoi on ne souhaite pas le faire? J'ai une transition à FNIC. Je sais qu'à la FNIC, il y a un vrai sujet sur ce qu'ils appellent l'abuse, c'est-à-dire la vérification en vue de s'assurer de l'usage criminel ou non du nom de domaine, et avec un enjeu de plus d'engagement de la part des bureaux d'enregistrement. Alors c'est compliqué parce que la démarche, elle est pour le bureau d'enregistrement, je suis un peu pris entre deux feux parce que je suis moi-même bureau d'enregistrement, et de dire depuis toujours, nous ne sommes qu'un intermédiaire entre l'opérateur de registre, donc on reparle de la FNIC, mais VeriSign ou un autre, et l'utilisateur final. Donc en gros, nous, on s'en lave les mains, on ne vérifie pas. Il y a certains acteurs qui font ça parce que ils ont un volant d'enregistrement qui fait que, on vient de l'évoquer, vérifier si on est OVH, tous les enregistrements, ça paraît quand même compliqué. Chez Nameshield, on ne peut pas faire autrement que de vérifier parce qu'on est corporate et qu'on travaille qu'avec des titulaires de marque. Donc on a des mécanismes internes qui font qu'on va s'assurer que tout le monde ne fait pas tout et n'importe quoi. Mais il y a quand même un curseur entre tout vérifier parce que c'est notre mission ou ne rien vérifier parce qu'on ne joue pas du tout le jeu. Et donc la volonté de la FNIC, c'est de vouloir aussi engager certains registrars qui sont finalement tout le temps épinglés. En vrai, c'est souvent tout le temps les mêmes. Qui ne jouent pas le jeu d'un minimum de régulation en interne, voire avec une absence totale de cadrage légal, parce qu'ils considèrent qu'ils s'en lavent les mains. Et alors, c'est en réflexion, hein, mais ça peut même aller jusqu'à des pénalités financières. Donc il y a vraiment une volonté de certains registres de dire, OK, on attend de nous de vérifier, mais on n'est pas les seuls sur la chaîne, et tout le monde, dans les gens qui commercialisent, doivent aussi comprendre que la lutte contre la cybercriminalité, d'une manière générale, c'est l'affaire de tous. Alors effectivement, la FNIC a quand même une volonté aussi de commencer à pénaliser les bureaux d'enregistrement avec un fort taux d'abuse. Donc le taux est encore à définir. C'est pas encore tout à fait mis en place. Maintenant, il ne faut pas oublier quand on parle effectivement de contrôle d'identité, ça sera un contrôle a priori, effectivement, que ce soit à la main du bureau d'enregistrement ou à la main du registre, ça serait beaucoup de noms à vérifier. Ensuite, moi, je me pose la question on a un titulaire islandais qui veut un .fr. On fait comment pour vérifier sa pièce d'identité? Il ne faut pas oublier que le .fr est ouvert à 31 pays, enfin 30 plus la France. Donc vérifier un cabis islandais, vérifier une pièce d'identité islandaise, honnêtement, je pense que ça va être difficile à faire et ça va surtout rallonger les délais. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui tout le monde soit prêt à enregistrer un nom de domaine et devoir attendre une semaine avant que la pièce d'identité soit vérifiée, par exemple. C'est prendre le risque du coup d'avoir des titulaires qui vont se détourner du .fr, qui vont aller sur d'autres extensions. Si le .be, le .ch, le .de sont plus ouverts que ça et permettent d'avoir un nom de domaine immédiatement, ça serait quand même un petit peu dommage. Oui, ce que tu dis en fait, Nicolas, et je suis bien d'accord, c'est qu'on est dans un cadre international qui n'est pas harmonisé. Donc on a quand même des standards de l'ICANN qui sont très souples et on a un vrai enjeu de souveraineté numérique autour du .fr. Donc il faut qu'on ait des règles et un cadre et en même temps qu'on reste compétitif et attractif sur le .fr. À la différence d'autres actifs immatériels comme la marque qu'on a évoquée, on n'a pas vraiment de cadre normatif sur lequel s'appuyer et de cadre juridique sur lequel la FNIC et les autres offices européens pourraient s'appuyer pour harmoniser un peu leurs standards. Donc il faut toujours trouver le curseur entre tout ou rien et pour que le .fr reste aussi attractif pour les entités françaises et ne soit pas rédhibitoire à la fois en termes de coûts et de délai. J'ai une petite chose à ajouter aussi, c'est qu'il y a un système d'abuse, en tout cas de vérification des informations titulaires qui se fait de façon arbitraire par l'ensemble des registres, hein, en l'occurrence, ce n'est pas exclusivement à la FNIC, et le titulaire de nom de domaine est censé garantir la véracité de l'intégralité des informations qui sont renseignées, qui sont rattachées à ce domaine, et d'en garantir aussi l'intégrité. Ça va jusqu'à une adresse postale ou un numéro de téléphone ou l'email qui est rattaché. Et on a des exemples de grandes entreprises qui se sont retrouvées pris à la gorge sur ces situations de vérification d'informations où elles ont 30 jours de mémoire, je crois que c'est ça, la plupart du temps, 30 jours pour garantir les informations. Et s'il n'y a pas de retour de cette vérification, elles risquent le gel du domaine. Je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde aussi ce que veut dire le gel du domaine. En fait, ça veut dire que le domaine ne fonctionne plus, le site ne fonctionne plus, les emails ne fonctionnent plus, il n'y a plus rien qui marche. Et certaines entreprises, parce qu'elles ont déménagé, parce que la personne qui était en maîtrise d'ouvrage sur la gestion des domaines n'avait pas forcément fait ses mises à jour d'informations en temps et en heure, n'ont pas eu le temps, parce que parfois il y a des lenteurs administratives, de faire ces vérifications à l'issue
du reminder, c'est derrière la panique, quoi, parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc tout ce processus et cette réglementation qui est souhaitée, elle induit aussi une sensibilisation beaucoup plus large sur les risques encourus de plus de sévérité sur la vérification. Ça veut dire aussi que tout le monde doit jouer le jeu, doit être réactif, et tout le monde est censé savoir que ces informations, aussi anodines qu'elles puissent paraître, doivent être en temps réel mis à jour. Et ça, on est très très loin du compte. À mon niveau, sur le volume de domaines qu'on gère aujourd'hui, on a un travail d'évangélisation auprès des clients et on va régulièrement leur expliquer qu'il y a des mises à jour à faire, c'est pas au carré, mais c'est des lenteurs, c'est des prises de décision, et même si nous on a une approche corporate, on n'est pas à 100% d'informations nickel chrome. Alors j'imagine sur des registrars qui jouent pas du tout le jeu de la mise à jour. Donc en termes de compétitivité, le risque, c'est aussi certaines entreprises qui seraient limitées dans leur action. J'aimerais juste revenir un tout petit instant sur effectivement l'obligation de vérification de l'identité qu'on pourrait souhaiter et demander au registre ou au registrar. Et là, j'apporte ma couche un petit peu de juriste, parce qu'on a parlé de la difficulté que cela pouvait poser en termes de mise en œuvre pratique. Je voudrais aussi rappeler que ni les registres ni la FNIC ne sont des administrations ni des autorités judiciaires. Donc elles n'ont pas... Qu'est-ce qu'on entend par vérifier l'identité d'un demandeur ? À partir du moment, je peux enregistrer un nom de domaine, ce nom de domaine n'est pas conditionné à mon identité, et le registre n'a pas de légitimité a priori à vérifier et à me demander des justificatifs à ce titre. J'ai une obligation légale de donner une information et j'engage ma responsabilité en donnant cette information. La sanction, c'est effectivement, a priori, si je ne suis pas joignable, je peux avoir un gel de nom de domaine, je peux avoir une suppression du domaine, mais on ne peut pas exiger d'une association telle que la FNIC ou a fortiori d'un registrar qui est une société privée de vérifier a priori l'identité des demandeurs. Si on fait une comparaison avec le droit des marques, par exemple, lorsque vous déposez une marque, l'INPI ne va pas vérifier votre identité lorsque vous remplissez votre formulaire de demande d'enregistrement. Et ça se passe comme ça auprès de tous les offices de propriété intellectuelle. Donc ce n'est pas parce que le nom de domaine et le territoire privilégié des cybersquatteurs qu'ils devraient en aller différemment, sauf à mettre en danger la liberté de chacun. Bon, maintenant, je voudrais peut-être ouvrir le champ à d'autres initiatives et d'autres pratiques en France et ailleurs. D'abord, Noémie, à Bercy, vous avez d'autres modes d'action? Oui, alors déjà, ce n'est pas une nouvelle initiative et ce n'est pas spécifique à Bercy, mais plutôt que de parler, là, on a beaucoup parlé de ce qu'on peut faire en défense, en prévention. Il y a aussi tout le volet de communication. L'État cherche à informer le citoyen que pour être garanti d'être sur un site officiel d'une entité publique, il faut qu'il y ait un .gouv.fr à la fin du nom de domaine. Donc, il cherche à ce que l'extraordinaire majorité, voire la totalité à terme des sites officiels publics soit sur du .gouv.fr, parce que le volume de cybersquattage autour des sites publics ne sera jamais tari. On a aujourd'hui des chiffres de 200 à 300 sites publics litigieux par mois sur le périmètre qu'on surveille. Et donc on est quand même sur des chiffres extrêmement élevés et on n'arrivera pas à les tarir, on ne pourra pas tout attaquer, on ne pourra pas tout réserver, encore moins à titre défensif. Donc il faut plutôt avoir une intelligence collective, une acculturation, une éducation du citoyen sur le fait qu'on a des outils. Et le service d'information du gouvernement, enfin l'État français, a été encore plus loin puisqu'il a pensé à ce que l'ergonomie d'un site public soit homogène d'un site public à l'autre. Et donc il a créé
un outil qui s'appelle le design system de l'État, qui sont des composants techniques qui permettent de faciliter la création de sites pour tous les communicants et tous les acteurs publics, en prenant le risque aussi et en l'assumant que cet outil-là, il est à disposition sur Internet, donc il est aussi à disposition des cybersquatteurs pour avoir des outils clés en main sur étagère pour faire des sites d'apparence officielle. Donc, pour l'État, en tout cas, la vision des choses, c'est d'inciter à surveiller le.gouv.fr et l'apparence générale, la Marianne et l'organisation générale, l'ergonomie officielle du site, pour avoir la garantie d'être sur un site sécurisé. Effectivement, on a l'État qui essaye de tout faire pour avoir tout en .gouv.fr, ce qui est une bonne chose. À l'inverse, on a des entreprises qui font l'inverse, en fait. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de représentants de la Poste dans la salle. Non. Parce que la Poste, voilà, typiquement, c'est l'exemple à ne pas suivre. La Poste utilise notamment un domaine, c'est notif-colissimo-laposte.info. Ça ressemble à du phishing de très loin. Et en fait, c'est un domaine officiel de la Poste qui est utilisé. À multiplier comme ça ce genre de domaine, on finit par en fait noyer l'utilisateur et il ne saura plus en fait reconnaître un domaine légitime. Pourquoi on n'aurait pas fait tous les domaines en .laposte.fr? Le discours aurait été beaucoup plus clair. Ce n'est pas les seuls. Récemment, j'ai vu McDo qui a déposé un domaine juste pour diffuser un PDF, ce qui est un peu dommage là aussi, à la fois en termes tarifaires, mais à la fois en termes d'image. Donc commencer en fait par harmoniser tout ça et utiliser un seul domaine ou plusieurs domaines, mais que ce soit une liste courte, ça serait déjà une bonne chose. Oui, et Jérôme, donc est-ce que tu peux nous parler de ce que fait la NCSC pour ouvrir un peu le champ à d'autres Oui, y a et puis est-ce que vous en inspirez pour d'autres nouvelles initiatives? Tout à fait. Déjà, je vais juste rajouter un petit mot par rapport à ce que Nicolas disait. Donc effectivement, ce qu'il a indiqué, c'est ce qui est compris dans la notion de réduction du périmètre et de l'empreinte numérique, en fait. C'est-à-dire que si vous êtes une marque relativement connue, vous n'avez aucun intérêt à faire des digressions sur votre propre marque. Il y a déjà des gens qui vont y penser. C'est pas la peine de penser à leur place sur ce sujet-là. Donc si une marque est clairement identifiée, gardez-la, limitez-la. Plus elle est unique, plus elle sera retenue par le public et il ne cherchera pas à aller sur une autre adresse web. Potentiellement de lui-même, il verra quelque chose d'un peu étrange, il n'ira pas. Donc déjà, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête dans la réduction de l'empreinte numérique que j'évoquais précédemment. Après, effectivement, il y a des initiatives quand même qui sont faites au sein de l'État pour éviter ce genre de choses, donc, notamment avec la mission API, donc Appui au patrimoine immatériel de l'État. On a mis en place un projet de cybersquattage ou typo-squattage pour justement protéger les noms de domaines liés au ministère. Donc malheureusement, il est pour l'instant uniquement limité à l'administration centrale. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont faites pour justement limiter la possibilité d'usurper un site. Parce que même si on a la charte de l'AFNIC qui permet de considérablement limiter l'utilisation de variantes autour du gouv.fr, on a quand même énormément de possibilités de faire de faux sites. Faux sites en plus rendus facilement réalisables, plus qu'on leur a donné le kit système design de l'État pour en faire. Donc on reconnaît assez facilement l'usurpation, bien évidemment, parce qu'on va avoir la super Marianne et après une demande en général d'argent, parce que le principal moteur, c'est de l'argent. Donc on va vous faire croire que vous avez besoin de payer une amende, que votre vignette critère est arrivée à expiration, quand bien même vous n'habitez pas à Paris ou dans d'autres villes où ils ont mis en place ce système. Donc on a mis en place ce système de cybersquattage depuis 2022 sur l'ensemble des sites ministériels avec l'aide d'un prestataire. Et bien évidemment, comme disait Noémie, on a à peu près 100 alertes par jour sur certains vocables notamment qui popent un petit peu plus que les autres. Et ce qui est relativement inquiétant. Et pourquoi? Parce que souvent, le site qui a été mis en place, peut-être qu'on aurait dû le penser différemment au moment où on a déposé le nom de domaine. Après, dans les nouvelles initiatives, il y en a énormément. Effectivement, l'ANSSI, en tout cas, regarde un petit peu ce qui se passe à l'étranger. Donc, on a des initiatives comme celle au niveau de l'Union européenne, qui s'appelle DNS for EU, ou DNS 4EU en français. Ça sonne mieux en anglais quand même. Donc, qui permet effectivement à la fois de protéger le DNS, on n'en a pas trop parlé, mais c'est quand même un élément important du réseau. Il n'y a pas que le nom de domaine, il y a aussi on va dire la partie technique sous-jacente qui permet
de supporter les noms de domaine et de rediriger vers les bonnes adresses IP, puisque in fine c'est quand même ça, le but d'un nom de domaine, c'est d'obtenir l'adresse IP d'une machine et donc de pouvoir obtenir facilement le chemin pour accéder au contenu web. Donc DNS4EU permet d'une part d'assurer la résilience des serveurs DNS et offre aussi sur un second volet la possibilité de faire du filtrage. Pour l'instant, ils n'ont pas encore trop développé jusqu'où ils voulaient aller, mais c'est notamment du filtrage par rapport à des sites qui seraient illégitimes. Mais on peut imaginer, pourquoi pas, enrichir ce système avec des informations fournies par des agences européennes, par exemple. Donc cette initiative, elle n'est pas encore arrivée au bout, mais en tout cas, on a des gens à l'ANSSI qui suivent ça activement. Il y a d'autres systèmes qui ont été mis en place, notamment en Angleterre, donc c'est ce que tu évoquais, avec le NCSC qui a mis en place le Protective DNS. Et effectivement, c'est selon nous une des solutions les plus actives et les plus efficaces, qui consiste à mettre un DNS pour l'État, de sorte que tout utilisateur qui souhaiterait accéder à un nom de domaine va passer par ce DNS qui possède une table, on va dire, qualifiée, où régulièrement le NCSC va dire cette adresse elle est mauvaise, celle-là elle est bonne. Donc ils vont fournir une liste d'adresses blanches, whitelist en anglais, pour dire ce sont des adresses de confiance et vous pouvez y aller. Et ça marche très très bien, toute l'administration anglaise se câble là-dessus, et du coup ils ont réduit drastiquement le nombre de tentatives de typo-squatting, ce qui nécessite néanmoins une force à la fois RH et financière, parce que c'est un coût, je crois qu'ils sont une 50aine de personnes pour gérer ce type de choses. Donc il y a des Anglais qui sont très en avance là-dessus, sur tout ce qui est sécurité défensive active, ils sont assez forts. On essaye de copier ce modèle qui nous plaît bien et qui est plutôt pragmatique. Il y a également d'autres situations et d'autres systèmes qui sont mis en place. On a parlé récemment du filtre anti-arnaque. C'est le ministre Barrot qui a émis cette idée, et le gouvernement va développer cette action qui consiste évidemment à protéger le citoyen en l'empêchant d'aller sur des sites web malicieux. L'idée, c'est lorsqu'un citoyen va accéder à un site qui est malicieux, il aura un pop-up, ou je ne sais pas concrètement comment ça va se réaliser, mais il aura un message d'avertissement lui disant « Attention, ce site est réputé malveillant ». N'y allez pas, ou allez-y, mais à vos risques et périls. Ça sera facultatif, on ne va jamais imposer aux gens de le faire. Et il y aura aussi la notion d'un cyberscore, à l'image du Nutri-Score, pour donner un peu une note sur les sites web qui seraient communiqués. Normalement, c'est un projet qui doit être lancé avant la Coupe du Monde de rugby, plutôt en mode bêta-test. Ça ne sera pas la mise en production totale. Et je pense que la mise en production, c'est plutôt pour 2024. Donc, on fait des choses de ce côté-là. Et dernier point, l'ANSSI elle-même fait des choses. On n'en parle pas trop, mais on le fait effectivement. Nous supportons un réseau interministériel de l'État, donc un réseau un petit peu à part, mais qui est important puisqu'il câble toutes les administrations. Et nous commençons déjà depuis peu, depuis le mois dernier, des actions de blocage sur le DNS de l'État. Donc le DNS de l'État qui est supporté par le ministère de la Transition écologique. Et on envoie des commandes sur le DNS pour bloquer un certain nombre de sites web. Ces sites web malveillants étant obtenus par la division connaissance et anticipation de l'agence, qui utilise tout le savoir-faire de tous les agents de l'ANSSI en termes d'analyse pour avoir la liste des sites malveillants qu'il faut à tout prix bloquer pour éviter des problèmes. Donc on essaie de copier un peu les Anglais, et ça commence, mais on espère aller beaucoup plus loin. La bonne nouvelle dans tout ça, et dans toutes ces annonces ou pré-annonces, c'est qu'il y a encore 3-4 ans, le DNS était un peu sous les radars en termes de vulnérabilité, tant sur la partie menaces externes qu'on a évoquée en début de table ronde sur les noms de domaine tiers qui sont potentiellement préjudiciables, que les risques liés à l'infra et à la réponse DNS propre des noms officiels. Et depuis 3 ans, clairement, il y a une accélération de la prise de conscience et des décisions. La loi qui vient de passer pour le cyberscore en est un exemple, puisqu'elle comprend, en tout cas dans le décret à venir, elle comprend un certain nombre d'items d'évaluation sur l'exposition au risque Internet, et en intégrant des éléments relatifs au nom de domaine. Alors,
Aujourd'hui, c'est encore un peu flou parce qu'il y a la loi, il y a le décret et puis il y a la technicité liée au décret. Et donc, il y a une contribution publique qui est ouverte de mémoire jusqu'au 15 avril prochain, qui est ouverte à tous d'ailleurs, que ce soit les utilisateurs ou les professionnels de la profession, comme on dit, pour ne pas hésiter à donner des éléments complémentaires pour alimenter le rating du cyberscore sur différents items et notamment sur le nom de domaine. Je crois qu'il y a un item qui est nom de domaine maîtrisé. Ça pourrait faire l'objet d'une table ronde à proprement parler. Qu'est-ce que c'est qu'un nom de domaine maîtrisé? J'allais dire méprisé, c'est drôle, lapsus. Qu'est-ce que ça entend? C'est maîtrisé techniquement, c'est maîtrisé légalement, c'est maîtrisé d'un point de vue communication, enfin, c'est maîtrisé d'un point de vue gouvernance. Bon, ça laisse quand même un peu rêveur. Et pour autant, ça va instaurer un ranking entre, je crois que c'est F à A+. Et si vous avez un nom de domaine maîtrisé, vous serez entre C et A+, ce qui laisse quand même le champ des possibles pour quelqu'un qui aurait F, E ou D, quoi. Ça a des impacts. Et ce ranking-là est constitué de mémoire d'une quarantaine d'items, donc il y a vraiment des choses à faire sur cet appel à contribution publique. On a beaucoup évoqué donc la surface d'attaque extérieure. Jérôme, tu as ouvert le débat et je te remercie sur le DNS. J'espère qu'on n'a pas perdu la moitié de la salle. Il y a quand même beaucoup d'attaques liées aussi donc au nom officiel et aux bonnes pratiques. Parce que le Far West, ça ne vient pas que de l'extérieur. Ça peut être aussi un Far West familial. Et il y a des choses à faire en interne sur la gestion de vos noms de domaine officiels pour cranter significativement en termes de sécurité. L'ANSSI a édité un guide. C'est le moment de faire la speakerine, Jérôme. Un guide des bonnes pratiques, en tout cas des recommandations. Alors, c'est pas que des choses à acheter, parce qu'à l'ANSSI, on ne vous pousse pas trop à acheter. Si ça peut être fait de façon pragmatique et budgétairement rationnelle, on aime bien aussi, et c'est tant mieux. Un certain nombre de bonnes pratiques de gestion technique, gestion administrative. Et une des pratiques qui n'est pas dans le guide, mais que j'aurais tendance à ce que vous gardiez tous en tête, c'est vraiment une pratique de gouvernance. Il faut parler en fait, du nom de domaine dans les organisations et dans les entreprises. Aujourd'hui, c'est bien trop souvent encore géré en silo, soit dans un département, parfois c'est géré par une secrétaire aux achats, c'est géré par une secrétaire de direction. On met bien trop de risques sur une personne qui est extrêmement loin des conséquences et des impacts en cas de mauvaise gestion. Et s'il y avait un message à faire passer sur ce Far West, c'est ce n'est pas un non-sujet, c'est un sujet qui en ouvre énormément dans l'entreprise et à très fort impact. Est-ce que tu peux nous donner ces fameuses consignes? Il faut les lister de façon très très claire. Pas toutes, il y en a 18. Les 4 qu'on a résumées, c'était important de porter la voix de l'ANSSI très clairement sur au moins les consignes principales appliquées au DNS. Pas seulement à l'imitation de nom, mais à... Merci Muriel déjà d'avoir fait un petit peu de pub pour l'ANSSI, hein, c'est gentil. Donc, ouais. Donc effectivement, on a un guide à disposition, j'en ai ramené quelques exemplaires. On a fait les fonds de tiroir parce que ça date de 2017. Donc merci à ma collègue de la com d'avoir tapé à la porte de tous les bureaux pour savoir s'il restait encore un guide de 2017. Il est encore d'actualité, je vous rassure, d'un point de vue technique, parce que malheureusement depuis 2017, on observe toujours les mêmes erreurs. Néanmoins, il faudrait effectivement qu'on le mette à jour avec... oui, tout à fait. Donc, le mettre à jour avec ce que tu disais, notamment la gouvernance, c'est quelque chose d'important à mettre en place qui relève plus de l'organisationnel. En tout cas, d'un point de vue technique, le guide de l'ANSSI donne les bonnes pratiques. Et, alors, je ne vais pas toutes les lister parce qu'effectivement, il y en a 20 ou 22, un truc comme ça. Parmi les plus importantes, il y a notamment le registre, le verrou de niveau registre, pardon, qui permet de geler les données de votre DNS. Et surtout, si un jour quelqu'un veut prendre votre nom de domaine ou quoi que ce soit en passant par le bureau d'enregistrement, en se faisant passer par le bureau d'enregistrement, vous avez la possibilité justement d'éviter ce cas grâce à une double authentification entre le titulaire du domaine et le registre. Donc si un jour il se passe quelque chose de mal au niveau du bureau de registre, et malheureusement le bureau d'enregistrement, on a observé par le passé des cas de compromission, c'est un moyen de sauvegarder votre nom de domaine, quoi. Bien évidemment, on en vient au bureau d'enregistrement, lui aussi il est très vulnérable, donc si vous pouvez avoir une double authentification lorsque vous le sélectionnez, il faut vérifier que le bureau d'enregistrement offre cette possibilité, parce que ce n'est pas toujours offert malheureusement.
En 3, on a parlé du verrou de registre, on a également le verrou du bureau d'enregistrement qu'il faut mettre en place s'il est possible. Malheureusement, si le bureau d'enregistrement est compromis, ça ne servira pas à grand-chose, mais il faut quand même le faire. Et enfin, ce qui est important, c'est la sécurité. Ça, c'est normal, en tant qu'ANSSI, on aime bien dire ce mot au moins une fois toutes les 3 minutes. Mais il y a peu encore de bureaux d'enregistrement qui disposent du protocole DNSSEC qui assure l'intégrité des messages. Et si malheureusement tout le monde, on aimerait bien que tout le monde puisse implémenter ce protocole. On sait qu'il est un petit peu plus lourd, plus compliqué à mettre en œuvre, mais il est utile pour éviter justement des opérations type cache poisoning qui malheureusement font encore des ravages de nos jours. Donc, parmi les 22, je retiendrai ces 4-là. Et si déjà ces 4 étaient mis en place, ça serait important. Peut-être que j'en rajouterais une qui est une règle de bon sens, qui n'est pas vraiment technique, c'est également vérifier l'expiration des noms de domaine. C'est quelque chose qu'on a observé où des gens ont malheureusement oublié de dire « Ah, au fait, mon nom de domaine est tombé à expiration » et bien sûr, jour J+1, quelqu'un d'autre l'avait pris. Ça peut avoir des conséquences très importantes. Donc ça, c'est une mesure organisationnelle, pas vraiment technique, facile à faire et surtout pas trop cher. Il faut bien penser à faire un renouvellement automatique de vos noms de domaine pour éviter des surprises. Et éviter le paiement carte bleue qui existe encore trop souvent avec un single point of failure de quelqu'un qui a sa carte bleue qui expire ou qui est parti en vacances. Grand classique, notamment dans les collectivités territoriales. Jérôme m'a parlé du registre ILOC, juste en disant qu'il n'y avait pas beaucoup de bureaux d'enregistrement qu'il avait mis en place. Effectivement, il y a 2 ans, on était sur 5% des bureaux d'enregistrement qui l'ont mis en place pour le .fr. Donc c'est quand même extrêmement peu, on est sur 40 bureaux sur 200 en fait. J'aurais rajouté dans les recommandations je pense que Jérôme ne va pas me contredire, il y a certains domaines en fait où la zone DNS est touffue. Quand je dis touffue, on est sur des domaines et des sous-domaines et des sous-domaines et des sous-domaines. Pour certains, vous avez encore des sous-domaines qui sont actifs et qui pointent vers des serveurs mutualisés chez OVH, chez Gandhi, ailleurs. Le gros problème, c'est que si quelqu'un recrée le site sur ce serveur-là, il est sur un sous-domaine de votre domaine. Donc là, c'est même plus du typo squatting. Le domaine est chez vous et pourtant, ce n'est pas votre site. Donc faire le ménage dans votre zone DNS en virant toutes les entrées qui n'ont plus lieu d'être, ça fait partie aussi des points qui peuvent être très dommageables. Les uns après les autres. Je pense qu'on a à peu près fait le tour sur le sujet. Vous aviez rien. Donc, on a encore quelques minutes si vous avez des questions dans la salle. Bonjour, merci pour la présentation, c'était hyper intéressant. Est-ce que vous pouvez réexpliquer le dernier point que vous venez de préciser? J'ai pas compris comment est-ce qu'un attaquant pouvait créer un site sur un sous-domaine. Voilà. Si on prend les mutualisés chez OVH, par exemple, ils ont souvent la même IP en fait derrière. Donc du coup, si votre attaquant réussit à créer le nom de domaine, enfin le sous-domaine sur ce serveur-là, au moins, voilà, ça va pointer vers le site. C'est quelque chose qui est documenté, vous trouvez pas mal d'informations sur ce sujet pour avoir plus d'infos sur Internet. Ça reste quand même pas super simple à exploiter, mais ça existe. Dans tous les cas, c'est quand même bien de nettoyer sa zone. Alors c'est déjà plus clair pour vous, accessoirement, mais on a ce risque-là derrière. Mais on parle effectivement de serveurs mutualisés ou éventuellement d'IP chez Cloudflare, par exemple. Ok, merci. Bonjour et merci pour la présentation, c'était vraiment très intéressant. Au niveau des bureaux d'enregistrement, vous disiez qu'il y en avait beaucoup, enfin qu'il y en avait certains qui ne jouaient pas le jeu du tout. En termes de localisation, est-ce qu'ils ne sont pas forcément en France? Est-ce que vous avez des possibilités d'améliorer ça ou... Alors, effectivement, les bureaux d'enregistrement français, déjà, on est sur un marché extrêmement concentré, malheureusement, où il y a de moins en moins de bureaux d'enregistrement français. Alors, il y a des bureaux d'enregistrement qui sont accrédités AFNIC. Là, il y en a un certain nombre, hein, un peu plus de 200, je crois. 400, merci Benoît dans la salle qui précise, mais qui ne sont accrédités finalement que sur une extension. Ça ne fait pas d'eux un bureau d'enregistrement multi-extension. Donc je vais quand même m'intéresser à ceux qui font commerce finalement du nom de domaine. Et en France, il y en a quand même pas tant que ça.
Maintenant, oui, ceux qui jouent le moins le jeu sont évidemment dans des pays un peu moins tatillons, on va dire, où la morale est plus flexible. Mais en France, on a aujourd'hui des bureaux d'enregistrement qui ne jouent pas le jeu, pas forcément à dessein, en vue de faciliter la cybercriminalité, mais parce que manque de ressources, manque de bandes passantes pour mettre plus de cadres. Et même s'ils se font pincer ou se font épingler de façon systématique, notamment sur des procédures Cirelli, sur du .fr, n'ont pas les moyens de muscler leur encadrement. Donc le fait de ne pas jouer les jeux n'induit pas forcément une volonté systémique de contribuer à de la cybercriminalité mondiale. C'est simplement les ressources qui parfois sont manquantes pour être plus vigilants. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais... Oui, ça y répond. Et est-ce que vous avez la problématique des bulletproof registrars carrément, ou vous n'avez pas ça au niveau français? C'est des registrars qui vont directement dire qu'ils feront en sorte de ne pas répondre à toute demande des forces de l'ordre. Bien sûr. Alors, je ne connaissais pas, autant pour moi, ça fait 15 ans que je fais le nom de domaine, je ne connaissais pas l'expression bulletproof registrar, donc j'adore apprendre des choses. Oui, on a des registrars avec qui on accuse des faits de non-recevoir. D'ailleurs, tu disais tout à l'heure qu'il y avait aussi l'axiome hébergeur. Alors oui, on peut faire du take-down hébergeur, mais parfois on se retrouve un peu sur une chimère, parce qu'on va réussir à faire tomber chez l'hébergeur, puis dans la seconde qui suit, ça va pointer vers une nouvelle IP d'hébergement. Donc on a identifié, alors nous chez Nameshield, mais d'autres fournisseurs qui vont faire ce type de take-down l'ont identifié. Il y a des listes de gens de structures qui ne jouent pas le jeu, tant chez les hébergeurs, chez les registrars, et qui ne répondent juste pas. Alors je ne vais pas faire de name and shame ici, mais t'en as dit il n'y a pas très longtemps, qui commence par C, qui finit par R, je crois. Voilà, ça fait partie effectivement des acteurs qui alors soit parce qu'il y a trop de demandes aussi, soit par volonté de dire nous on est un simple intermédiaire et on ne traite pas les abuses. Mais oui, on en rencontre. Ouais, pour compléter ce que dit Muriel, effectivement, alors je ne connaissais pas les bulletproof registrars, nous on connaît les bulletproof hosters. Effectivement, c'est quelque chose qui est surveillé. En tout cas, nous, dans notre problématique de lutte contre le typo-squattage et de lutte contre les sites malveillants au sein du réseau interministériel de l'État, clairement, ces BPH, comme on les appelle, sont bien connus et clairement, ça fait partie des gens qu'on élimine assez rapidement au niveau de l'action de blocage du DNS. Merci. Bonjour, merci pour cette conférence. Je vous entendais sur le fait de vouloir vérifier l'identité de la personne qui dépose un nom de domaine. Quand on voit aujourd'hui le nombre de pièces d'identité totalement valables et disponibles sur Internet, j'ai un doute sur cette particularité-là. Même pour la double authentification, aujourd'hui, nombre de sites proposent des numéros de téléphone qui permettent de recevoir des SMS depuis Internet. Donc là aussi, la double authentification, il y a un doute là-dessus. Par contre, ce que je m'étonne, c'est que j'entends dire qu'il faut une semaine pour faire couper un nom de domaine. Aujourd'hui, on a par exemple le site de Pharos où les gens peuvent déposer plainte suite à une attaque, pas une attaque, mais où ils se sont fait voler quelque chose, etc. On sait de nos jours, les données font 3-4 fois le tour de la planète en moins d'une minute. Qu'il faille une semaine pour arrêter un nom de domaine en .fr, est-ce qu'entre les deux, on ne peut pas faire quelque chose où, voilà, une fois que la personne a déposé plainte, très rapidement, on puisse réagir derrière? Merci. Alors, je vais faire la première partie de la réponse, et puis Nicolas, tu suivras. Sur le MFA, c'est un début. C'est-à-dire qu'effectivement, on trouvera toujours un moyen, si on est vraiment déterminé, à contourner un MFA, mais un FreeOTP traditionnel. Si déjà vous avez un fournisseur qui ne vous le propose pas, vous êtes déjà à un niveau 0 de sécurité. On peut combiner du MFA, du filtrage IP. C'est d'ailleurs parmi les recommandations de l'ANSSI, mais tu vas faire un échantillon. Il ne fallait pas toutes les dire. Et puis l'étape ultime, c'est le SSO. Évidemment que vous pouvez identifier un fournisseur qui est capable de se brancher directement à votre fédération d'identité, à votre gestionnaire d'accès. Et là, on est sur le top du top.
Et puis si vous avez du MFA, du filtrage IP, vous avez mis en place un registre ILOG et vous êtes potentiellement sur le SSO, ceinture, bretelle, parachute, on est pas mal. Maintenant, on parle aussi à certains acteurs qui n'ont rien de tout ça, qui sont au niveau zéro de la sécurité. Donc commencer par le MFA, c'est quand même une première décision de bon sens qui permet de choisir, de cranter déjà significativement. Difficile d'être en bas de la montagne et de demander à certains acteurs d'arriver déjà au sommet avant d'avoir fait l'intermédiaire, quoi. Mais je vous rejoins, oui, il y a toujours des moyens de détournement. Sur les 7 jours dont vous parlez, j'imagine que c'est la procédure de vérification d'éligibilité et de joignabilité de l'AFNIC. C'est 7 jours parce qu'il faut aussi laisser au titulaire le temps de répondre. Parce que parfois la procédure est lancée alors qu'en fait le titulaire existe bien, parce qu'il y a juste eu une erreur dans l'adresse ou dans le numéro de téléphone par exemple. Donc on peut pas, l'AFNIC ne peut pas se permettre d'aller bloquer un nom de domaine alors qu'en fait il n'y avait aucun souci derrière. Donc il faut quand même laisser le temps au titulaire de répondre, sachant qu'au bout d'une semaine, le domaine est juste bloqué, il n'est pas supprimé. Il est bloqué, il est supprimé réellement au bout d'un mois seulement. Maintenant, c'est sûr que contacter l'hébergeur, c'est plus rapide, mais comme le disait Muriel, ça n'empêche pas la personne de recréer un site derrière, voire ça peut être déjà un site avec plusieurs hébergeurs derrière, donc ça n'aura pour certains pas beaucoup d'effet. Maintenant, il ne faut pas se leurrer non plus. Pharos, je fais des signalements Pharos à peu près une fois par semaine. Je n'ai pas de retour non plus dans l'heure qui suit. Même pour des domaines pédophiles, zoophiles, voilà. J'en ai eu il n'y a pas si longtemps, j'ai toujours pas eu de retour de Pharos. Par contre, c'est l'hébergeur qui lui a réagi le lendemain. En fait, ce qu'on peut identifier, c'est la multiplicité des actions possibles. Et aujourd'hui, il y a une méconnaissance des différents canaux de remontée. Et évidemment, si on utilise tout, en tout cas, on essaye de faire. On peut même reparler de la procédure Cirelli, le système de résolution de litige de l'AFNIC, par exemple. Tu l'as dit, Virginie, c'est 2 mois. Pour certains, ça va paraître presque absurde d'attendre 2 mois. Sauf qu'à la fin, il y a rétrocession du domaine obligatoire auprès du demandeur. Toutes ces actions, elles sont conjointes, finalement. Elles peuvent se faire de façon concomitante. Certaines vont agir plus vite, d'autres moins vite. Mais la finalité de chacune, c'est de faire arrêter l'atteinte, voire de récupérer le nom. Il n'y a pas un choix à faire. Et puis après, il y a un arbitrage à faire en fonction de la nature de l'atteinte. Nicolas l'a évoqué, si on est sur un signalement Pharos pédophile, c'est quand même pas tout à fait pareil que si on est sur une contrefaçon de marque avec pas de pointage et pas de site actif. Voilà, il faut quand même savoir placer le curseur sur le caractère critique de la faille qu'on a, de la vulnérabilité qu'on a identifiée. Et pour aller dans ton sens, Muriel, et je crois que c'est effectivement important, c'est qu'il faut bien distinguer le site, le contenu, l'atteinte et l'actif immatériel qui est le nom de domaine, qui sont 2 choses différentes et qui ne se traitent pas de la même manière, d'où la nécessité de se parler entre légal, technique, communication, parce que souvent on agit sur l'un ou sur l'autre et pas sur les deux, alors que c'est vraiment la combinaison des 2 problèmes qui va permettre d'avoir une résolution complète. Bonjour et merci pour cette conférence. Ma question, elle est très simple et elle va être destinée plus à l'AFNIC parce que l'utilisateur, aujourd'hui, la plupart des entreprises ont beaucoup de solutions anti-spam, anti-phishing. Donc, oui, on reçoit des SMS qui nous pointent sur des liens frauduleux nous demandant à renseigner nos mails, mots de passe. Est-ce que vous avez approché les opérateurs historiques comme Orange et SFR pour des sécurités DNS, parce que si nous, on arrive à le faire chez nous, pourquoi est-ce qu'on ne résoudrait pas le problème à la base? Il y a un représentant de l'AFNIC dans la salle, donc il va peut-être pouvoir répondre directement. Bonjour, donc Benoît Ampeau, AFNIC. Alors, je vais essayer de répondre le plus correctement possible, même si ce n'est pas forcément totalement ma partie. Donc par rapport à l'emailing et la sécurisation de l'email, il y a déjà un premier niveau de réponse technique qui est malheureusement pas assez déployé. Donc, il y a des technologies qui s'appellent SPF, DKIM, DMARC, qui sont déployables techniquement sur des serveurs d'emailing, et donc il y a des fournisseurs d'accès, des fournisseurs de serveurs email qui déploient ces dispositifs et qui limitent énormément la réception d'emails malveillants et surtout qui identifie les émetteurs d'emails. Et donc c'est une belle publicité parce qu'on a fait un petit papier sur notre site la semaine dernière sur ce sujet et on voit que malheureusement très peu encore de fournisseurs de services mail grand public fournissent ce service et donc il y a encore du chemin à faire sur les hébergeurs français, notamment les hébergeurs de services mail destinés au grand public. Je pense que des fournisseurs
plutôt B2B et qui sont orientés protection mettent en place ces dispositifs, mais il y a encore des efforts, comme il y a des efforts hors DNS, mais sur aussi la mise en place d'IPv6, qui n'est pas forcément assez déployée aussi sur ces services, par exemple. Moins de 6% des sites aujourd'hui sont déployés en démarque, et avec un déploiement plus ou moins performant, parce que le démarque a un impact tant sur l'authentification de l'envoi des emails que sur leur délivrabilité. Donc en fonction de ce que vous avez choisi sur l'implémentation de ce protocole, vous pouvez vous retrouver à être envoyé dans plein de spams, mais en étant sûr que finalement il n'y a pas de risque de spoofing, ou à l'inverse, de balancer, enfin de tout accepter, et donc d'être victime de cette usurpation. Donc effectivement, il y a une grande marche. Alors, Benoît, tu parlais de SPF, d'EKIM, des marques. C'est 3 niveaux différents finalement de protection. Le SPF étant vraiment le fond du B.A.-ba, de la base, du début, du commencement. Et le plus facile. Et évidemment le plus facile. Donc si certains peuvent regarder s'il n'y a pas à minima le SPF chez vous, c'est l'urgence absolue à mettre en place. Mais effectivement, moins de 7% des sites, ça pose question. Et finalement, c'est presque à mettre en lumière avec moins de... je crois que c'est moins de 5% des sites qui sont aujourd'hui enregistrés LOC, sur le verrou de registre. C'était en 2021. C'était en 2021, mais c'était 5% et maintenant c'est 7%, je crois. Je ne pense pas qu'on soit 90% pour autant, effectivement, aujourd'hui. C'est sûr. Ce qui montre bien que sur la partie nom de domaine, il y a des marches à franchir pour cranter qui sont colossales et qui sont encore vues, et je le déplore, avec une approche un peu assurantielle. On le met, on ne sait jamais. Mais non, les gars, enfin, ça va varier, c'est sûr, en fait. De toute façon, vous êtes obligé aujourd'hui de prendre une assurance habitation, puis c'est pas sûr que vous ayez un incendie, c'est pas sûr que vous ayez un dégât des eaux, mais personne ne se pose la question. Ben là, on est à peu près dans la même démarche, sauf qu'il n'y a rien d'obligatoire, donc évidemment, les gens ne le font pas. Alors, je milite pour de l'obligatoire, on verra, c'est toujours un peu complexe, mais on est à peu près dans la même démarche, quoi. Donc, les gars, les filles, registre IDOC, SPF, TKIM, des marques, c'est à regarder en sortant là. En entreprise, il y a le firewall qui bloque directement le site web qui va pointer sur .xyz. Pourquoi est-ce que si j'ai un numéro de téléphone SFR et que je clique sur ce lien, il ne me bloque pas ou ne m'avertit pas que je vais sur un site qui est cloné, qui sera typique Amazon, mais .xyz par exemple? C'est ça ma question. C'est un des objectifs du filtre anti-arnaque, justement, d'avoir quelque chose de disponible auprès du citoyen et pas seulement uniquement de l'entreprise. Le citoyen étant en général dans une entreprise ou dans son auto-entreprise. Donc effectivement, l'idée c'est de prévenir le citoyen à la racine et donc d'éviter qu'il ait à cliquer si jamais il reçoit ce type de message, quel que soit le médium, que ce soit SMS ou un mail. Donc c'est exactement la volonté. Après, comme je disais précédemment, il y a d'autres... Pour répondre à votre souci, c'est le protective DNS à l'anglaise. C'est exactement ce qu'ils font. Et ça évite considérablement, ça réduit ce risque. On est dans un pays jusqu'à présent démocratique, on n'impose pas grand-chose. Et après, oui, après, il y a l'aspect... Il y a effectivement une problématique de libre concurrence. Il y a une problématique de bonne participation des FAI, des moteurs de recherche qui ne sont pas toujours français, pas toujours souverains, avec lesquels il faut discuter, négocier, convaincre. Et effectivement, le fait que ça soit remonté au niveau des services de l'État, c'est encourageant, mais c'est qu'un début. Et puis, ça a été fait chez les Britanniques, mais il me semble que les Britanniques sont sortis de l'Europe, donc ça veut dire qu'ils ont fait une démarche brexito-brexienne, quoi, et on n'a pas pu s'organiser, nous, encore aujourd'hui, avec les États membres. Donc, on est clairement sur de la diplomatie numérique, et aujourd'hui, les impacts, ils ne peuvent pas être décidés de manière arbitraire, unilatérale. Mais ça y travaille. Comme je le disais, au niveau européen, il y a des initiatives, comme DNS4EU, donc c'est un peu l'objectif. On est en retard, c'est sûr. Je pense qu'au niveau européen, on est assez en retard. Les Anglais sont tout seuls maintenant. Ça n'empêche pas de regarder ce qu'ils font, puisque ça marche. Et au niveau européen, ça se met en place. Au rythme de l'administration, j'en conviens, mais au moins, on ne peut pas dire qu'on ne fait rien. Donc, on va prendre le temps, mais on va le faire.
J'ai une petite question. Vous avez parlé d'un certificat, enfin d'une tendance pour aller vers un cyberscore, genre Nutri-Score. Est-ce que c'est une démarche française ou est-ce que c'est quelque chose qui est fait en coordination avec d'autres pays européens? Pour moi, c'est purement franco-français. Mais je ne peux pas vous en dire plus qu'on suit ce projet de très très loin. Donc concrètement, c'est quelque chose qui s'indiquera au niveau du navigateur? Oui, je pense qu'in fine, ça sera sur le navigateur, tout à fait. C'est censé concerner en première année les sites qui font 25 millions de visites par mois. Et ça descendra aux sites qui font 15 millions de visites par mois. Donc ça reste quand même le top des sites visiteurs aujourd'hui. Hein. Donc ça va concerner Le Bon Coin, ça va concerner des pure players de grande envergure. Et aujourd'hui, ça pose quand même pas mal de questions parce que l'arbitrage, c'était le nombre de visiteurs uniques, mais est-ce que ça aurait pu être le nombre de requêtes DNS, par exemple? Il y a pas mal d'éléments qui permettent de choisir le trafic d'un nom. Là, on est parti sur un trafic de visite, mais ça aurait pu être un trafic d'échange de communication mail, par exemple. Les mails générant aussi beaucoup d'arnaques. Donc ça démarre, hein, on va dire. Mais oui, c'est une démarche française, mais il y a une volonté quand même de lancer une démarche plus globale de notation des sites à fort trafic. Et on peut dire que la France fait un peu office d'exemple aujourd'hui en termes d'initiatives de ce type. Et si on arrive à le mettre en place avec des éléments d'évaluation crédibles et fonctionnels, c'est tout l'enjeu. Je crois que la DGE travaille sur le sujet. On pourra le dupliquer assez facilement sur d'autres États membres qui voudront y contribuer. Il y a une délégation européenne qui est venue sur le FIC hier et aujourd'hui, et c'est un des sujets qui a été abordé. Bonjour. Alors moi j'ai une question concernant le dépôt des noms de domaine. Est-ce que si moi je dépose un nom de domaine qui est manifestement malveillant, et que, moi je travaille chez Carrefour, si je mets concours-Carrefour avec plein de fautes d'orthographe, et que dans le nom que je déclare c'est ABCD, est-ce qu'à un moment donné, malgré tout, la requête va quand même aller jusqu'au bout, ou alors justement, il y a des garde-fous qui vont couper Ça dépend déjà si vous le déposez en .fr ou dans une autre extension. On va dire en .fr par exemple. Alors, en .fr, il y a peut-être plus de probabilité que la FNIC réagisse spontanément, mais il n'y a pas de règle. Il y a pas la charte de nommage. Vous vous engagez à être éligible et à la respecter en faisant cette déclaration erronée finalement. Et c'est ce que Virginie disait tout à l'heure. Vous pourriez tout à fait faire un dépôt de marque de la même manière. Si quelqu'un se manifeste, évidemment, ça ne va pas aboutir, mais effectivement, on voit aussi que la FNIC essaye de se mobiliser pour détecter au maximum ce qui est manifestement et s'autosaisir de ce qui est vraiment évident. Mais c'est difficile de définir ce qui est véritablement évident. D'accord, très bien, merci. Il ne faut pas oublier non plus que le nom de domaine, c'est une chose, mais parfois, il faut voir le contenu en fait, pour déterminer le caractère en fait, malveillant du site. C'est ce que je fais de mon côté. En fait, on peut voir des noms de domaine où on a l'impression que ça va être malveillant, et quand on voit le contenu, en fait, ça ne l'est pas. Un exemple tout bête, il y a quelques mois, j'ai vu passer dans la zone.fr un site qui s'appelait mamieetchaude.fr. Je me suis dit, oula, je suis tombé sur un YouPorn avec des vieux, et en fait, non, c'est une boulangerie. En 4 mots. Donc concrètement, le nom de domaine paraissait un peu suspect. En fait, non. Il fallait le contenu en fait pour voir ce qu'il était. Donc dans votre cas, c'est pareil. Si on n'a pas le contenu, c'est très mal tourné. Oui, c'est ça. C'est toi qui me dis ça. Donc du coup, voilà. Parfois, il faut attendre le contenu. Donc c'est difficile aussi d'avoir quelque chose de proactif et d'avoir la certitude à 100% que le domaine va être malveillant avant qu'on ait du contenu. C'est pas toujours si simple. Alors, je comprends tout à fait votre réflexion. Dans ce cas-là, c'était vraiment, mais extrêmement, on va dire, flagrant, parce que dans le nom, on a un nom improbable avec des adresses grand public, et on voit bien que c'est pour arnaquer les gens. Est-ce que même dans ce cas-là, voilà. Après, alors a priori, j'ai plus. Allô. A priori, soyons pragmatiques, ça ne sera pas visible tout de suite. Je pense que Benoît va abonder dans mon sens. Il y a une volonté, et puis il y a la différence entre la volonté et la réalité. La réalité, c'est que ça passera. En pratique, la FNIC édicte
édicte une liste de termes qui sont soumis à examen préalable. Dans cette liste, vous avez différentes catégories de termes pour lesquels, effectivement, on va vous demander de justifier de votre légitimité à demander l'enregistrement de ce nom. Là, vous avez ceux qui vont alerter immédiatement. Ce sont tous les termes qui sont de nature à constituer une incitation à la haine raciale ou à l'incitation au crime. On a d'autres termes tels que les noms de professions réglementées, par exemple, qui font partie des termes soumis à examen préalable, ou les termes religieux. Mais il faut savoir que cette liste quand même reste limitative, et il suffit que vous ajoutiez un autre terme au mot soumis à examen. Logiquement, vous avez toutes les chances pour que votre demande d'enregistrement passe. Il faut qu'on interrompe la conférence, mais voilà, vous pouvez encore rester. On va interrompre en tout cas la diffusion, et puis nous on est encore là si vous avez quelques questions. Merci beaucoup de votre écoute.